bêtises. Voilà, ça marche. Ça fait un peu l'effet du quai de la gare quand le train ne démarre pas, que tout le monde se regarde, qu'on n'a plus rien à dire. Oui, mais je trouve que c'est bien déjà de pouvoir se voir. Ah oui. C'est vrai qu'à l'époque actuelle, c'est très agréable. Oui. Donc avec Zoom, pour ceux qui ont l'habitude d'autres systèmes où il faut fermer sa caméra et son micro pour entendre mieux, ce n'est pas le cas de Zoom parce que chacun est branché directement sur la plateforme et qu'on soit nombreux ou pas, ça ne change pas la qualité de la bande passante. Donc la qualité que vous avez, c'est celle de votre ordinateur et de votre ligne. Donc tous ceux qui veulent ouvrir leur vignette peuvent le faire sans problème. Ça ne pèse pas sur la qualité de l'image. Voilà, c'est bon à savoir. Bonjour Pierre. L'Académie Delphinale est là. C'est bien. On est 37, 38. Oui, ça monte. La température monte. Oui. 38. Oui. Et dans les 3 minutes qui précèdent, c'est en général un moment où les gens se branchent. Plus ça va, plus les gens se branchent au dernier moment parce qu'ils en ont la pratique. Et voilà, 39, on va bientôt arriver à une forte fièvre. Voilà, 41, oh là là. Voilà, hémoculture en urgence. 43, voilà, ça vient par vague. Ça a bien changé nos pratiques, hein, cette Covid-19. Oui. Bah, faut essayer de garder que le bon. Oui. Oui. Moi, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir se connecter. Nous, ça fait 1 an qu'on travaille en Skype, hein, finalement. Oui. C'est 1 an complet. On arrive à travailler Bonjour, malgré tout. Oui, ben oui, c'est bien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Il est pas tout à fait l'heure. Jean-Pierre est là. Non, vous ne m'entendiez pas. Donc, mon micro était. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je finis une réunion, donc je vais me mettre sur mute pour le moment, mais je vous rejoins dès que possible. Jean-Pierre Wimmer est le président de ILC France. ILC France. Ah. On est 55. Ouais, c'est bien. On sera plus encore parce que. Ah. 56. Alors, La mascotte. La mascotte. il y en a certains qui vont fermer leur micro là. Sinon, on va faire œuvre d'autorité et fermer tous les micros. Voilà. 59. 18 heures. 59. Allez, on sera 60. À 60, on démarre.
61. Allez. Allez, Nous, on y va. nous démarrons. C'est Jean-Pierre Aquino qui prend la parole. J'ai le plaisir de vous accueillir en tant que directeur d'ILC France. Cette manifestation, ce webinaire est organisé pour la première fois dans ce type d'organisation. Et sans plus attendre, je vais demander à Françoise Forette, qui est la fondatrice de l'antenne française d'ILC International et présidente du comité d'orientation stratégique et scientifique d'ILC France, de bien vouloir présenter notre conférencier et animer cette séance. Françoise, tu as la parole. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'est avec un immense plaisir que je vais ouvrir ce premier webinaire d'ILC France. Comme vous le savez, il fait suite aux très nombreuses réunions parlementaires sur la longévité que nous organisions avec Denis Jacquat, qui était député de la Moselle et président des affaires sociales. Nous les organisions pour le groupe parlementaire que Denis présidait. Ces réunions étaient très suivies par les parlementaires, ils étaient très suivis aussi par nos membres d'ILC. Ne pouvant continuer bien évidemment sur ce mode, nous avons décidé de faire des webinaires et celui-ci est le premier. Alors, ce premier pour ce premier webinaire, nous ne pouvions mieux faire que de demander au professeur Alain Franco de nous parler de l'évolution et de l'avenir des technologies au service des personnes âgées. Pourquoi nous ne pouvions mieux faire? C'est parce que, comme vous le savez, Alain Franco est un des meilleurs spécialistes de ces questions. Je rappelle qu'il est professeur émérite de médecine interne et gériatrie, qu'il est ancien président de la SFGG, c'est-à-dire la Société française de gériatrie et gérontologie, qu'il est ancien secrétaire général et ancien vice-président de l'IAGG, c'est-à-dire l'Association internationale de gérontologie et de gériatrie. Et surtout, en ce qui concerne le sujet de ce soir, il a été président de l'Association internationale de gérontechnologie de 2008 à 2014 et il continue à présider pour ce sujet de très nombreux comités. Je ne vais pas lister tous tes titres, mon cher Alain, et je te donne avec grand plaisir la parole pour 25 minutes. Tous les participants pourront bien évidemment participer à la discussion, soit en écrivant par écrit leurs questions, soit en faisant appel avec la petite main ou tout simplement en levant la main devant votre écran. Alain, tu as la parole. Merci Françoise. C'est un grand plaisir d'abord de vous retrouver tous, de t'écouter, toi qui as une très grande notoriété dans le domaine de la gériatrie, et puis tous les amis, Jean-Pierre Aquino, qui se retrouvent. Et puis je salue aussi tous ceux qui se sont ajoutés grâce à la publicité qu'a fait ILC France, qui a diffusé, et notamment dans la région où je suis, il y a un certain nombre de personnes qui sont là et que je salue. Et ceux que je ne connais pas, je les salue également. Bon, tu as été trop gentil de me mettre à l'honneur, mais c'est vrai que en tant que gériatre et universitaire, j'ai un petit peu par hasard choisi pour mon activité de recherche de créer un laboratoire LI2G qui a été créé en 1992 avec Michel Frossard, que vous avez connu et à qui je rends hommage, qui est mort. Et nous avons étudié ces questions qu'on a appelées plus tard gérontechnologie. Alors, ILC nous reçoit. ILC, tu peux dire ce que c'est peut-être, Françoise? Alors, ILC est un organisme qui a été fondé aux États-Unis par Robert Butler, que certains d'entre vous connaissent. Le fondateur de la gérontologie. Il a été le fondateur de la gérontologie aux États-Unis. Il a été le titulaire du premier service de gériatrie aiguë au Mount Sinai Hospital à New York. Et il a fondé cet organisme parce qu'il trouvait que nous faisions tous énormément de recherches, que nous essayions de publier dans les meilleures revues médicales, mais que nous ne parlions jamais aux décideurs, c'est-à-dire que les décideurs universitaires, politiques, industriels n'avaient aucune notion de la révolution de la longévité.
Il a donc fondé le premier ILC USA et ensuite il a demandé à ses amis de fonder des ILC partout dans le monde. Et maintenant, il y a 16 ILC dans le monde sur tous les continents qui travaillent sur toutes les conséquences de la longévité. Voilà en un mot ce que sont les ILC. Merci Françoise, c'était intéressant de l'entendre en tout cas. Ce webinaire, eh bien, j'ai accepté en effet le sujet qu'on m'a proposé, évolution et avenir des technologies au service des personnes âgées, avec modestie parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Et je fais un petit clin d'œil à l'Université Interage du Dauphiné que je préside avec plaisir, même dans ces temps très difficiles. Et je salue aussi ceux qui en font partie et qui sont là. Dans l'interview que j'ai eue pour préparer cette réunion avec la responsable de la communication d'ILC, il apparaissait intéressant de souligner ce que c'était que la gérontechnologie, ce que c'est que la santé mobile, quel est le rôle de l'humain dans ces technologies, la question de l'éthique et du droit par rapport à cela, l'impact de la Covid sur l'usage, et puis le cyber-risque. Voilà les questions que je vais aborder avec vous rapidement. N'hésitez pas à poser des questions par écrit, puisque l'un d'entre nous prendra vos questions par écrit sur ce qu'on appelle le chat ou discussion. Et puis, de toute façon, vous pouvez lever la main aussi, mais malheureusement, je ne vous vois pas bien parce que je suis obligé de regarder mon écran. Alors, c'est l'un d'entre nous qui veillera à ce que les questions soient suivies. Qu'est-ce que la gérontechnologie? Eh bien, la définition que j'avais trouvée et qui est toujours à peu près valable est extrêmement simple. C'est une discipline issue du croisement entre gérontologie et technologie. Les technologies et les services innovants au service des personnes vieillissantes et âgées, voilà l'objet principal de la gérontechnologie. Et les valeurs de cette discipline sont affichées, ce sont celles de l'International Society for Gerontechnology, de laquelle vous voyez ici le petit logo, maintien de l'indépendance et de l'égalité, notamment en termes d'habitat, de mobilité, de sécurité, d'activité, de qualité de vie, favoriser le bien-être et la santé, tel que défini par l'OMS, répondre aux aspirations et besoins individuels et collectifs, permettre le maintien de l'inclusion dans l'environnement évolutif, socio-culturel, socio-familial, préserver et rehausser la dignité des personnes et soutenir les aidants. Je demanderai à tous ceux qui ne parlent pas, pour le moment vous êtes nombreux, d'éteindre leur micro si c'est possible parce qu'on entend des bruits parasites. Merci beaucoup. La gérontechnologie s'applique dans le champ de la santé. C'est la première idée qu'on peut avoir, mais pas seulement. Aussi dans la question de l'habitat, de la vie quotidienne, dans la mobilité, la communication et l'autonomie, et enfin l'activité, le travail et les loisirs. Si on résume la vie d'une façon extrêmement simple, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, eh bien, vivre, c'est fonctionner. Vivre, c'est fonctionner, et on voit bien qu'avec le vieillissement, sur ce petit croquis, qui rappellera beaucoup de choses aux gériatres, sur ce petit croquis, on voit qu'au fil de la vie, le fonctionnement baisse. Mais, alors il y a quelqu'un qui ne ferme pas son micro et qu'on entend tout le temps, je ne sais pas qui c'est. Peut-être Jean-Pierre, si tu écris quelque chose, on t'entend peut-être, je ne sais pas. Ah oui, j'écris effectivement. Voilà, d'accord. Je me déconnecte, j'ai été repéré. Excuse-moi. Alors, on voit que la fonction baisse, et puis pour un accident, une maladie, une crise, tout d'un coup, la fonction va baisser très fort, descendre parfois très bas, en dessous
ligne assez symbolique qu'on appelle le seuil de décompensation et nous ferons tout, les médecins, mais pas que, les soignants et puis la famille et la société pour aider la personne à sortir de là, à moins qu'elle s'en sorte toute seule, se compenser, les mots sont importants, jusqu'à revenir à la courbe normale de la baisse du vieillissement. Il reste quand même une fonction au-dessus du seuil. Finalement, en vieillissant, on perd un peu de fonction, mais on ne passe pas sous la ligne. Alors, pour aider à la compensation, il y a beaucoup d'outils comme le logement, la mobilité, l'accessibilité, la sécurité, la nutrition, les médicaments, les technologies, le soin, la réadaptation et même l'emploi. On en parle de plus en plus chez les aînés, notamment en Europe. En France, on est encore protégé, mais dans beaucoup de pays, on parle de l'emploi des vieux et des problèmes que ça pose, et la formation tout au long de la vie, les loisirs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout d'empêcher la décompensation, et pour ça, c'est la prévention. Et ce sont exactement les mêmes outils qui permettront de faire cette prévention. Donc la technologie s'inscrit dans ces outils de compensation et de prévention, avec des signaux d'alarme, ou bien lors des soins. Les technologies numériques sont rentrées en plein dans nos soins. Les médecins prescrivent maintenant sur leur ordinateur. La plus ancienne de ces technologies, c'est la téléalarme qui a été diffusée partout, à très large échelle, avec un résultat assez mitigé. Disons que d'une certaine façon, les conseils départementaux ont souvent investi dans cette question-là, ou les privés. Mais en fait, il y a 72%, et ces chiffres ont peu changé, de gens qui appellent sans faire exprès, entre guillemets. En fait, ils sont tout seuls et de temps en temps, ils vont dire bonjour au pompier de service qui va leur répondre. 72%. 12% pour des demandes médicales et 2% réellement pour l'urgence qui a été conçue pour ces appareils. Alors, il y a eu des tas de dispositifs permettant, par exemple, de retrouver les gens. Ça a toujours été des gros outils, mais maintenant, ça se miniaturise, on commence à les mettre dans la chaussure, alors avec l'assentiment de la personne, ou sans son consentement, ce qui éthiquement pose des problèmes, notamment pour les malades d'Alzheimer qui vont se perdre. Ça marche plus ou moins bien dehors, plus ou moins bien dedans. Ça n'a jamais été très bien évalué. Alors, vous trouverez sur Internet et partout maintenant une multitude de capteurs de santé qui servent à tout, à la sécurité, à la température de l'eau, comme l'a connu René Fritsch qui a testé pas mal de ces appareils. Et ça peut évidemment vous aider à transmettre la glycémie, à s'occuper des constantes cardiovasculaires. On trouve de tout. C'est ce qu'on appelle les objets connectés. Et depuis qu'on a Bluetooth ou d'autres, eh bien, ça nous encombre. Comment les utiliser? Eh bien, je vais vous dire tout de suite, c'est pas bien au point, ça. Ça va venir, mais c'est pas bien au point. Alors, il y a des gens qui proposent des organisations spécifiques, mais plutôt maladie par maladie. Les diabétiques sont très bons là-dedans, les cardiologues aussi. Alors, de plus en plus à la mode, la balance connectée, qui est née en France d'ailleurs, chez Widings, qui, malgré son nom anglais, est une société française, qui est performante dans ce champ. Et puis, beaucoup de maladies du vieillissement sont intéressantes à suivre avec la balance. On peut évidemment mesurer la marche, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 50 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut mesurer la marche, et quand la marche se ralentit beaucoup, c'est un signe de fragilité. De même que la perte de la force est un signe de fragilité. Je crois que je vais aller boire un verre d'eau. Excusez-moi. Voilà. Ou alors, j'avais vu à Taïwan la présentation de moquettes qui permettent d'identifier où se trouve la personne, comment elle pèse, quel est son poids.
et qui peuvent être intéressantes dans ce qu'on appelle l'habitat intelligent. Ça, c'est très à la mode, c'est-à-dire quand ça permet de voir à 360 degrés, de voir en haut, de voir en bas. Ça a été développé par les vendeurs de jeux. Et les vendeurs de jeux sont très intéressants parce qu'ils ont une logique qui n'est pas très habituelle et avec une informatique souvent assez performante. Et c'est rentré dans le champ de la médecine par ce qu'on appelle les jeux intelligents. Et mon ami Robert, à Nice, dans son laboratoire, testait ces jeux intelligents pour ralentir la maladie d'Alzheimer ou l'évaluer ou voir comment les gens à la maison se comportaient, etc. Alors, j'ai lu pour vous un peu là-dessus, parce que c'est assez nouveau, et il y a un papier déjà un peu ancien que j'ai trouvé qui était le meilleur, qui est de tester la réalité virtuelle chez les personnes âgées, qui a fait une grande étude systématique de la littérature elle-même. Ses conclusions sont mitigées. En français, on peut voir ici que les protocoles des jeux et leur durée varient considérablement dans les études. Les avantages pour la fonction physique chez les vieux restent peu concluants. Cependant, un consensus entre les études et l'aspect motivationnel positif qu'apporte l'utilisation des jeux exergiques. D'autres études sont nécessaires pour obtenir une meilleure qualité. Donc les mots-clés qui tournent autour de ça sont thérapie de réalité virtuelle, c'est un grand mot, jeux vidéo, exercice physique, essais contrôlés, randomisés. Bon, là, c'est difficile à faire. Alors, évidemment, on va arriver dans le champ de ce qu'on appelle la santé mobile. C'est la santé via les smartphones ou les appareils électroniques, applications pour mobile, objets connectés, etc., en lien avec la santé. La santé mobile, c'est une révolution. Au départ, quand on travaillait sur la gérontechnologie, on travaillait sur l'offre. C'est-à-dire que la e-santé, vous avez connu ce terme, le e-santé, la e-health, c'était l'offre. L'offre par des sites Internet, l'offre par des systèmes informatiques au sein des hôpitaux, l'informatisation de la médecine, de la sécurité sociale, de l'aide médico-sociale, de l'habitat et même de la télémédecine. Mais aujourd'hui, la révolution avec le smartphone, c'est que la personne qui exprime le besoin n'est pas désarmée, elle a des outils, elle a une arme qui lui permet aussi d'accéder comme elle veut à des services de plus en plus nombreux, un peu cafouilleux au départ. On est encore dans une période où ça cafouille, mais indiscutablement, ça va aider dans un terme assez proche pour les services qu'on voudra choisir, services ponctuels pour les déficiences, les incapacités, pour le handicap, la fragilité, pour les aidants, et toutes sortes de services. C'est ce qu'on appelle la M-santé mobile. Donc retenez l'offre avec la I-santé et la demande, les besoins avec la M-santé. Excusez-moi, je vais prendre une seconde, je vais boire un verre d'eau. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à poser des questions sur le chat si vous voulez. Pour information, on est 101 en ligne. C'est pas mal. Excusez-moi. Vers 2012, on a commencé à voir les produits de cette santé mobile avec un constructeur, Ruckus Jacob, qui fait des appareils électriques, qui a conçu ce smartphone et il disait c'est formidable, on peut téléphoner et on peut aussi suivre des données. Là, on voit la respiration d'un sujet. Mais en fait, il a construit un appareil spécial. Et aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être parce que l'appareil, nous l'avons tous. Nous avons tous un smartphone dans lequel on va mettre des applications ou une tablette.
Et ça sert à tout, maladies chroniques, dossiers personnels, exercices, sport, bien-être et des big data. Parce que on peut accéder à ça quasiment sans rien payer, mais derrière nous, les GAFA utilisent les données, d'ailleurs de façon différente. Alors, ça s'exprime par des éléments de plus en plus sophistiqués, les montres, ici l'Apple Watch, qui est branché, qui est séparé, mais qui a des éléments intéressants, ou bien Withings, qui est un constructeur français, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a une offre intéressante, branchée plus ou moins avec un smartphone. Ça vous permet de suivre des données physiologiques. Et on peut utiliser aussi les chaussures pour les gens qui font du sport. J'ai donc demandé à l'une de nos amies, certains qui sont présents ici, à moins qu'elle soit là, je n'ai pas vu, mais c'est Agnès Faury, dans notre laboratoire vivant, le Lab Santé de l'UIAD. C'est elle l'experte qui teste en tant que cardiologue tous ces bidules. Et elle a une opinion extrêmement intéressante. Voilà ce qu'elle me disait avant-hier. L'Apple Watch série 6. Qui c'est qui était dans la CSP sur la gériatrie? Allô? 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 Merci de fermer votre micro. Merci de fermer votre micro. Merci. L'Apple Watch série 6 mesure le taux d'oxygène dans le sang et fait un ECG à une seule dérivation. Mais ce n'est pas certain qu'elle détecte un allongement de QT qui nous sert quelquefois à détecter des troubles du rythme graves plutôt. En réalité, elle détecte ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, ou d'autres appelaient autrefois l'arythmie complète. Il y a aussi un détecteur de chute qui marche pas mal, avec beaucoup de fausses positives. Et elle continue à me dire, deux montres enregistrent l'électrocardiogramme, Apple Watch US et Withings France. Aucune n'est habilitée à faire plus que détecter la fibrillation auriculaire. Un tracé ECG de meilleure qualité est possible grâce au système Alive Core sur le smartphone, qu'on va monter sur le smartphone, une appli, à faire conclu pour 130 €, plus l'électrode dans un porte-clés pour 30 €. Voilà ce qu'on fait. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a les études médicales sont pas valables pour le moment. Ça pose des problèmes et c'est par le biais du sport et de l'exercice, loin de la médecine, que ça se fait. Moi-même, j'ai découvert tout doucement, comme vous tous d'ailleurs, qu'on avait des fonctions sur notre smartphone avec un cardiofréquencemètre ou bien d'autres technologies, ou tout simplement avec dans l'iPhone ou dans d'autres, une appli santé qui existe et qui nous donne directement le nombre de pas, la distance, les étages montés. Vous voyez, j'ai découvert ça. Puis un jour, quand je travaillais à mon bureau d'arrache-pied, j'ai monté dans ma maison à étage, je n'ai monté que 5 fois des étages, 270 mètres dans la journée. Puis une fois, j'ai fait une promenade, j'ai fait 16 000 pas, 11 km à pied, on peut faire plus, hein, et 26 étages. Et finalement, on prend l'habitude de fonctionner avec ça. Je rappelle que les recommandations minimales sont de 20 minutes d'exercice provoquant un cœur un peu rapide, une tachycardie, 3 fois par semaine. Et je pense que c'est mieux d'ailleurs d'en faire tous les jours. Alors, progrès, récupération, hold-up des GAFA. Les GAFAM ont mis la main sur la gérontechnologie. Le premier marché de la gérontechnologie était tracté par ce qu'on appelait le concept du service médical. Mais les études sont difficiles, les normes compliquées, l'administration est omniprésente, il y a de grandes rigidités, c'est tellement contrôlé que ça n'a jamais démarré pendant 20 ans parce qu'il n'y avait pas de marché. En France, par exemple, la sécurité sociale est très rigide là-dessus et ça n'a pas démarré. Et c'est en train de démarrer, mais c'est un marché nouveau. La M-Santé sort du cadre sanitaire et elle utilise sans aucune gêne l'exercice, le sport, le bien-être. Fini les tracasseries pour les industriels, fini l'expérimentation,
on vend et on verra plus tard. C'est la technique des vendeurs de GAFAM. Alors, bonjour les big data, vendus au prix fort pour pénétrer le marché de la personne. Nous sommes devenus dans nos personnes un puissant marché nouveau. La personne est un marché. L'avenir, la récupération par la médecine, la santé, le social d'objets connectés se fera certainement. La médecine a toujours fonctionné comme ça. Elle n'a pas saisi au départ, mais elle pourra probablement saisir des techniques, des technologies qui seront à moindre coût, car ce sont des technologies sur le marché ouvert. Restera à retrouver des normes et des lois, à appliquer les lois de la science. Le rôle de l'humain là-dedans. Alors, l'humain, d'abord, il faut reconnaître que tester les technologies du vieillissement ou les technologies utilisées pour la fonction, c'est compliqué. On y arrive, mais c'est compliqué et on est un peu prisonnier de nos acquis méthodologiques qui sont très, très orientés sur le test des médicaments. Et il faut d'autres méthodes que celles-là, parce qu'on ne peut pas avoir des grands nombres pour tester des technologies. Elles ne sont jamais en aveugle, donc il faut plus s'orienter vers des méthodologies qu'on appelle qualitatives, qui sont bien développées au Canada, encore pas assez en France, et je pense que c'est une façon d'en sortir. Et puis, n'oublions pas qu'au-delà des technologies, ce n'est pas la technologie qui est importante, c'est le service qu'elle rend. C'est le service qu'elle rend pour un réseau de proximité ou pour un grand réseau ou pour en utilisant des plateformes, et on voit que là, le marché peut venir. La pénétration financière se fait à plusieurs niveaux. Comme vous le savez, est-ce que l'humain est présent dans les technologies? On peut prendre l'exemple des robots à qui on donne une figure humaine ou animale ou humanoïde. Le bébé phoque Paro étant le plus connu. Je rappellerai toutes les études faites par Anne-Sophie Rigaud dans son laboratoire de Broca. Anne-Sophie est la première élève de Françoise Forette ici présente. Elle s'est beaucoup penchée sur la question des robots. Je dirais que un robot n'a pas besoin d'avoir une forme humaine, mais il existe peut-être un besoin d'avoir des formes humaines pour des robots d'assistance si un jour ça existe. On s'intéresse pour aider les aidants, par exemple, à ce qui s'est développé chez les militaires, ces exosquelettes qui permettent aux gens de décupler leur force et d'être beaucoup plus forts en travaillant tout seul. Je pense que ça verra le jour un jour, parce qu'on va manquer de soignants. Les petits robots, il y en a des Français, en voilà un, le Nao, qui est un rigolo. Et puis, il y a toutes sortes de robots qui sont proposés maintenant dans le vieillissement. Et là aussi, il faut mettre un peu d'ordre et il faut des gens comme Anne-Sophie qui testent et qui donnent des avis sur ces questions-là. Comment intégrer les questions d'éthique et de droit? C'est facile et difficile en même temps. Je dirais que les technologies, les capteurs peuvent provoquer la notion d'une intrusion, d'une agression psychologique, d'une atteinte à la vie privée. Alors, cette réaction se voit surtout chez les gens qui n'ont pas l'expérience des technologies ou qui sont technophobes. Mais quand on a pris un peu d'expérience, à tout âge, eh bien, on voit aussi l'intérêt. Et après, on ne veut plus s'en séparer. Et on devient dépendant des technologies. Ce qui est acceptable quand on sait à l'avance qu'on va devenir dépendant des technologies. Certains sont dépendants de leur machine à laver, d'autres sont dépendants de leur voiture, d'autres sont dépendants de leur ordinateur, ou même d'autres de leur smartphone, surtout les plus jeunes. Alors, il vaut mieux qu'ils sachent qu'ils sont dépendants. Et bon, on est dépendant quand c'est utile. Pour le droit, il existe un arsenal juridique assez important qui, à mon avis, défend pas mal les citoyens. Le dernier en date, c'est la RGDP qui nous vient de l'Europe et qui est appliquée scrupuleusement partout. C'est l'intérêt de tous d'ailleurs. Quant à l'éthique, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Quand
vous avez des technologies qui vous permettent d'être médiateur entre le soignant et le soigné. Les technologies ne sont pas un but en soi, mais ce sont des moyens entre soigné et soignant, ou entre aidé et aidant. Eh bien là, l'éthique, c'est l'éthique relationnelle qu'on connaît, dont on connaît les principes éthiques, qui ont été bien rénovés depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui ont une valeur maintenant tout à fait intéressante. Donc je crois qu'il n'y a pas de cas particulier. Néanmoins, il y a des choses curieuses, comme par exemple, il y a de l'éthique spécifiquement liée à la technologie, comme dans la télémédecine qu'on verra tout à l'heure. Je vous en dirai un petit mot tout de suite d'ailleurs. Est-ce que la Covid-19 a changé l'usage de la télémédecine? Bien évidemment, ça a été la grande découverte. Pourtant, j'avoue qu'avec Michel Frossard, Claudine Montagny, on avait fait un livre en l'an 2000 qui s'appelle Télémédecine en gérontologie, que j'ai revu. Je l'ai encore dans mon armoire. Il est totalement épuisé. C'est dommage parce que il a encore de la valeur aujourd'hui, mais il a été totalement oublié. Et alors, à cette époque-là, on avait beaucoup travaillé la télémédecine comme moyen de relier l'hôpital et les maisons de retraite. J'ai fait faire plusieurs thèses de médecine ou de sciences sur le lien télémédecine entre les malades distants et les personnes. Voilà ici notre chef psycho qui s'appelle Claudine Montagny, qui était là, qui avait publié dans un journal américain avec notre équipe en 96 qu'on arrivait à faire des diagnostics comparé à la réalité clinique à 90%, même un peu plus. C'était mieux pour des gens qui ne seraient jamais venus en consultation à l'hôpital. Voilà, on voyait très bien avec ces appareils expérimentaux. J'avais fait un programme avec France Télécom à l'époque qui s'appelle Orange, qui ont mis tout ça sur une étagère et ça n'a jamais rien donné, mais ça marchait bien, ça a aidé l'HAD. Voilà une vraie malade que j'ai connue qui était dans mon service et à qui on vient d'installer ce gros appareil. C'était les premiers écrans plats à ce moment-là et on était très fiers de les avoir. Vous voyez l'interne et le chef de clinique à distance qui parle avec cette dame qui avait un ulcère de jambe, etc. En France, on a fait une loi, ça se termine souvent comme ça, et la télémédecine, ce sont des actes médicaux réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Heureusement qu'on l'a fait, cette loi, parce qu'elle nous sert maintenant tous les jours, grâce à la Covid, si j'ose dire, entre la consultation, la téléconsultation, qui est de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance, la téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels, la télésurveillance médicale, qui permet à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient, le monitoring, par exemple. La téléassistance médicale, c'est comment on assiste à distance un autre professionnel, enfin je l'ai déjà dit ça, et la régulation médicale qui est apportée dans le cadre du SAMU. Voilà, cette loi assez carrée, assez rigide, a donné quand même un cadre qui permet maintenant à la sécurité sociale de rembourser et donc le marché va augmenter, à mon avis, très nettement au bénéfice des malades et non pas contre eux. Et ça, on pourrait en discuter. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est le cyber-risque de l'aîné fragile et l'agisme numérique. J'irai assez vite, mais je voudrais dire que cette question, je l'avais présentée lors d'un colloque d'éthique il y a 2 ans déjà, et elle était un peu, je dirais, innovante à ce moment-là. Elle l'est de moins en moins, heureusement. On définit la cybercriminalité comme l'ensemble des activités illégales effectuées par l'intermédiaire d'Internet, et on définit le cyber-risque comme le risque d'être victime de cybercriminalité. Alors, il y a l'escroquerie financière et le vol sur Internet.
Et les soins de santé sont une cible lucrative pour les pirates informatiques, avec du rançonnage des hôpitaux qui sont la cible principale actuellement, ou les entreprises où on peut pénétrer, mais les hôpitaux sont particulièrement mous et ils se font arnaquer. Beaucoup d'hôpitaux, même en France, ont dû payer des rançons pour récupérer leur système informatique. Alors, ça peut se passer aussi pour les personnes. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker? Eh bien, c'est une histoire ici un peu triste. Ce garçon, Gottesfeld, qui travaillait au MIT, 34 ans, avait pris la cause d'une petite fille que la famille voulait sortir de l'hôpital, mais le Boston Children's Hospital voulait garder cet enfant dedans. Alors, il y a eu une sorte de campagne et il a dit, je vais me débrouiller pour bloquer le service de ce monsieur qui ne veut pas laisser sortir votre fille. Conclusion, 10 ans de prison et 443 000 € d'amende. Voilà. Alors, ils ne sont pas toujours attrapés, mais ça coûte très cher. Le ministère de la Santé est conscient de ça, tous les ministères sont conscients de ça, et en France, ça progresse très, très fort avec toute une batterie de polytechniciens qui maintenant conseillent les ministères. Mais les seniors connectés, il y en a 85% maintenant, qui ont plus de 55 ans. Il y a de moins en moins de laissés pour compte, de moins en moins de décrocheurs. 35% des plus de 55 ans consacrent 20 heures par semaine, mais 16% ont connu une escroquerie. 16%, c'est beaucoup. Alors, les seniors vulnérables, d'après une étude anglaise, en Angleterre, c'est une compagnie d'assurance qui avait évalué à plus d'1 million de personnes âgées dupées lors d'une année, en 2017. 73% avaient plus de 45 ans. 6% tombent dans le piège, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne tombent pas dans le piège. 8% des 75 plus se disent victimes et 25% se sentent vulnérabilisés bien que restant branchés. Voilà en gros, mais néanmoins 66% déclarent continuer à l'utiliser pour leurs finances. En Angleterre, ça sert à ça, l'ordinateur pour les personnes âgées, c'est plutôt la gestion des finances. Voilà. Le gouvernement canadien a fait des études là-dessus et a beaucoup conseillé les citoyens canadiens sur les escroqueries. Et il y a un site amusant du gouvernement canadien qui décrit par exemple les 4 escroqueries les plus populaires. La première, c'est la fenêtre flash qui propose la fausse mise à jour de l'antivirus et qui va vous mettre un virus dans l'appareil. Le deuxième, c'est un message urgent d'une institution financière qui réclame vos codes. Il ne faut surtout pas les donner. Jamais. La banque ne demande jamais un code par Internet. Et puis, les services de rencontres en ligne qui, paraît-il, sont géniaux au Canada pour escroquer les vieux. Je ne sais pas si en France c'est pareil, peut-être. Enfin, les jeux en ligne où vous êtes voué à l'échec, dit le ministère canadien. Voilà. Et il encourage quand même les gens à faire attention, à apprendre la cybersécurité, mais de continuer à utiliser les outils. Et je voudrais dire, pour terminer, que aujourd'hui, on a des cas d'attaque des services par les objets connectés. Ça s'appelle l'attaque par déni de service. Et cette attaque par déni de service, il faut l'observer de près dans tout ce qu'on appelle la gérontechnologie au domicile. C'est probablement quelque chose d'un peu ennuyeux. On verra. Puis pour rigoler un peu, voilà une étude qui datait, je ne sais plus de quand, de 2017, quelque chose comme ça. Less than you think, prevalence and predictors of fake news, dissemination on Facebook. Et alors ils ont fait l'étude chez les vieux, chez les jeunes, chez tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert en 2016? Ce qui s'est passé pendant les élections de Trump en 2016. Et ils ont interrogé les gens et ils ont d'abord demandé quel est votre vote? Vous êtes républicain, vous êtes démocrate, indépendant? Et vous voyez la grande différence entre les républicains qui transmettraient plus de fake news que les démocrates. Alors vous allez me dire,
ça a été payé par les démocrates? Je ne crois pas, mais je vous le dis comme ça. Et puis, quand on voit qui transmet des fake news, c'est assez marrant de voir qu'ici, les 18-29 ans, ici, les plus de 65 ans, et les plus de 65 ans envoient 7 fois plus de fake news que les jeunes. Et puis enfin, si on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes conservateur, est-ce que vous êtes libéral? On voit que les conservateurs, idéologiquement, sont probablement ceux qui transmettent le plus de fake news. Alors, vous verrez pour qui vous votez. Moi, c'était plutôt mon côté, mais c'est quand même, on voit quand même beaucoup de fake news. Nous aussi, avec la Covid, c'est une vraie catastrophe, les nouvelles fausses qui sont véhiculées par la Covid. Et je les reçois souvent de gens plutôt âgés. Je pensais que c'était un effet de classe, mais voilà, on verra. Puis vous savez qu'on a commencé à mettre des webcams dans les chambres des EHPAD quand on se méfie du personnel soignant et qu'on retrouve la maman avec un bleu sur l'œil ou des choses comme ça. Alors, il y a eu un procès en 2019 qui a défrayé la chronique en France parce que les enfants de la nonagénaire avaient mis une caméra dans une chambre et on a trouvé une aide-soignante qui tapait la grand-mère. Et alors, c'est la famille qui a été accusée d'espionnage ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Je vais conclure en me consacrant plutôt à la cybersécurité. Le cyberrisque est inhérent à l'usage du numérique. Il ne doit pas faire renoncer aux bénéfices du numérique qui vont croître encore dans les années à venir comme moyen de compensation et de prévention face aux défis de l'âge. Le cyberrisque implique la pratique permanente par tous les acteurs du principe éthique de vigilance, selon Houtel et selon Christian Hervé. C'est très important d'être vigilant éthiquement. Et la vigilance est la seule voie qui permette d'éviter l'agisme dans l'usage du numérique essentiel chez les aînés, mais je n'ai pas le temps de développer cette question. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Alain, de cette revue extrêmement complète de tout ce qui concerne les technologies auprès des personnes âgées. On va commencer à poser des questions. Je voudrais t'en poser une quand même quand tu nous dis que 86% des plus de 55 ans sont des pratiquants des technologies nouvelles. Bon, c'est évident qu'à plus de 55 ans, tu es un pratiquant. Mais est-ce qu'on a des statistiques sur, par exemple, les plus de 80 ans? Parce que c'est cette catégorie de population qui c'est autour de 50% à 80 ans. Ce qui est quand même déjà très bien. Oui, c'est très encourageant. On en sait quelque chose. C'est un de nos problèmes à l'UIAD. C'est nos 25% de décrocheurs. Mais on se félicite d'avoir 75% de gens qui sont fidèles. Voilà. Non, c'est important. Mais quand on entend ce que tu nous dis, on a l'impression que les technologies, en particulier les technologies médicales, sont là davantage pour aider les soignants, ce qui est déjà très bien, que les personnes âgées elles-mêmes. C'est tout à fait vrai. Est-ce que c'est le cas? Alors, il y a deux cibles. Les inventeurs de la technologie à domicile, dont j'étais il y a 20 ans, se sont rendus compte que les personnes qui en ont le plus besoin sont celles qui sont le moins capables de les utiliser. Alors, on a quand même, pour les gens qui vivent seuls chez eux et qui sont fragiles, des technologies que je n'ai pas citées ici, qui sont la lumière qui s'allume quand on va faire pipi automatiquement, ou les systèmes de sécurité de la porte d'entrée, où on vous montre qui est à la porte et vous pouvez choisir d'ouvrir ou non. Toute une série de systèmes téléphoniques qui permettent de capter dans la voix si les gens sont fragiles ou s'ils sont en danger. On commence à avoir de plus en plus de choses très intéressantes. Je ne les ai pas détaillées ici. Mais en effet, Françoise, probablement le plus utile aujourd'hui pour les personnes qui vivent à domicile et qui sont seules, ce qui est quand même un objectif de tous les gouvernements européens actuellement pour des tas de raisons, hein. Là, c'est l'aidant qu'il faut savoir mettre dans la boucle. Donc, l'aidant est quand même une cible de cette gérontechnologie. On va demander à Charles de nous dire s'il y a des questions.
Non, alors oui, il n'y a pas de question. On est au maximum, on est monté à 106 quand même, et il y avait quand même une question qui était de savoir, mais on n'a pas activé les sondages, combien de personnes avaient une Apple Watch parmi les 106 personnes présentes. Mais Pour ça la va être prochaine difficile. fois. Voilà. Et effectivement. Cela dit, moi, Alain, j'avais une question, sinon, ce qui est sur, ça renvoie à Robert Moulias quelque part, sur la maltraitance quand on ne forme pas ou quand les outils numériques actuels ne sont pas, on ne travaille pas de façon active à les rendre très adaptés au sujet vieillissant. Est-ce que ce n'est pas une maltraitance passive en fait? Je comprends ta question et c'est une très bonne question. En fait, la vraie vie est la suivante. Les technologies utilisées chez les vieux ne sont pas faites pour les vieux. Donc, on essaye de vendre aux vieux des technologies universelles. C'est le cas du smartphone qui est parfois très difficile à utiliser pour une personne âgée. Alors, vous le savez, on en voit le stand dans beaucoup de congrès, mais ceux qui fabriquent le Doro, qui est un téléphone adapté pour les vieux avec des grosses touches, mais c'est quand même très rare d'avoir des technologies en dur, en hard, qui sont faites pour les vieux. Donc, il y a une espèce d'espace, il y a une difficulté à l'adapter. Mais il y a une loi qui est la loi de 2005 en France, la loi d'adaptation de la société au handicap, et qui oblige l'accessibilité. Et cette loi, à mon avis, peut être utilisée pour pousser un peu les gens à s'occuper des 25% de la population qui auraient besoin d'adaptation matérielle. Néanmoins, on arrive à des situations médianes. Par exemple, sur un iPhone de tout le monde, on peut avoir des applications qui mettent un gros bouton numérique au milieu de l'écran et qui permet de jouer. Mais en effet, on peut appeler ça de la maltraitance ou de l'agisme plutôt. Oui. Alors, dans les questions, il y a une question qui est quelqu'un qui demandait des conseils scientifiques pour le développement de mon outil numérique. Tu as évoqué le fait que les tests ou les méthodologies actuelles n'étaient pas les bonnes. Est-ce que tu as un exemple à donner quand tu parles de méthodologie qualitative ou Oui, le principe, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais le principe, c'est que on a été élevés tous à l'école par ces études dites randomisées prospectives à l'aveugle des médicaments. Et alors, de façon très naturelle, on a dit, on va tester les technologies de la même façon. Et on n'y arrive pas, parce qu'il faut, pour des effets mineurs, il faut des milliers de cas ou des centaines de cas. Ça coûte trop cher et c'est difficile de faire des faux appareils placebo. Donc, il faut s'orienter vers ce qu'on appelle maintenant les méthodologies qualitatives, c'est-à-dire qu'on prend des cas très fouillés, très analysés, suivis du début à la fin, et sur lesquels on peut prendre des datas, on peut prendre des données. Et là, on a moyen, en suivant une dizaine de cas très très bien pendant un certain temps et détaillés dans tous les sens, on peut tirer des leçons scientifiquement de l'utilité de technologies. Alors, il n'y a pas que les technologies qui bénéficient de ces études qualitatives, il y a toutes les phases 1, par exemple. Les phases 1 du médicament, ce sont des études qualitatives, parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de gens dans les phases 1. Voilà. Alors, il y a quelques questions. Voilà. Oui, la différence entre besoin, mais tu l'as pas mal évoqué quand même, entre offre et besoin, et le problème de savoir si on s'intéressait réellement à l'heure actuelle aux besoins des personnes, et notamment des personnes âgées, en fait. Alors, il y a des gens qui travaillent sur la question des besoins, qui sont les Néerlandais. Les Néerlandais travaillent beaucoup sur les besoins. Et il y a il y a tout un courant qui se fait d'ailleurs chez nous aussi, hein, qui est poussé par l'Union européenne, parce que l'Europe donne beaucoup d'argent à la technologie. Malheureusement, la France
en profite pas parce qu'elle est sortie des programmes européens de façon incompréhensible. C'est scandaleux. Mais enfin, l'Europe donne beaucoup d'argent aux études sur le vieillissement. Et donc, on ne peut pas faire une étude sérieuse aujourd'hui si on n'a pas étudié scientifiquement les besoins. Donc, si tu veux, on y vient peu à peu. Alors, parmi les pardon, vas-y Charles. Il y avait une question de Didier. Il y a un monsieur Vincent qui a levé la main. Ah, Oui, merci de me donner la parole à Alain Franco. Vincent Oldeaudia, Nantes, CHU de Nantes, gérontopole des Pays de la Loire. Ah, enchanté. Bonjour à Gilles. Oui, bonjour à Gilles et à Cédric Arnaud-Hiller qui n'est pas loin non plus. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois qu'il faut actuellement inverser complètement le paradigme entre les gérontechnologies et qui sont disponibles et leur utilisation. Je crois qu'il faut inverser en allant les besoins exprimés par les personnes âgées vers des réponses technologiques qui seront à inventer, qui seront à développer, qui seront à proposer, qui répondront beaucoup mieux et permettront un développement certainement plus éthique. Merci. Tout à fait, oui. Ça... Mais alors, en fait, on l'a bien vu quand on s'est fait piéger par l'idée que pour diffuser un produit aidant à la gérontechnologie ne peut pas se mettre au pluriel. Hein. La gérontechnologie, c'est une science. Et il y a des technologies qu'on va utiliser pour la gérontechnologie. Et les technologies, certaines, rares, sont spécifiques des vieux, mais en général, les technologies sont universelles. On a bien vu pour les téléphones portables. Donc, c'est l'application aux vieux qui nécessite effectivement ces transitions. Et on a bien vu que lorsque on a voulu faire la promotion, il y a 20 ans, de la gérontechnologie, on a dit que ça avait une forte implication médicale. Par exemple, dans ma chambre intelligente de l'hôpital de Grenoble pendant 20 ans, pendant 3 ans ou 4 ans, j'ai fait faire des tests de science là-dessus, on a testé ce qu'on appelle la surveillance nocturne. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient la nuit qu'on ne connaissait pas. Et à ce moment-là, l'idée, c'était de dire, regardez notre technologie, elle a un haut potentiel sanitaire. Et là, ça n'a jamais marché. Parce que si on vend une technologie avec un haut potentiel sanitaire, on est obligé de passer par toutes les barrières de la mise en évidence. Et alors qu'on s'est rendu compte qu'il valait mieux utiliser des technologies pas trop chères pour la vie quotidienne à la maison. Donc, on s'est peu à peu éloigné du sanitaire pour pouvoir voir. Et cette idée était tellement bonne que les GAFAM ont piqué l'idée et le réalisent maintenant en mettant sur la paille un certain nombre de startups qui font de la gérontechnologie, ou rares seront celles qui sauront se vendre aux GAFAM. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut protéger les petites entreprises qui font de la gérontechnologie comme on protège nos paysans bio, j'en sais rien. Mais là, cette inversion que tu signales, Vincent, du marché est un problème. C'est vrai, mais c'est un problème. Il y avait une question de Jean-Pierre Widmer sur quelque chose qui s'est beaucoup développé en ce moment, la reconnaissance vocale. Et est-ce que ce n'est pas un des axes majeurs de développement, notamment pour les personnes âgées, en fait? Puisque c'est compliqué. C'est très intéressant. J'ai un peu trempé là-dedans il y a pas mal d'années avec Orange, les laboratoires d'Orange. On est capable maintenant soit d'analyser le discours de quelqu'un qui téléphone, ça c'est classique, hein, avec l'analyse du discours. On a beaucoup de méthodologies développées souvent par les laboratoires des facultés de lettres ou des choses comme ça. C'est très intéressant l'analyse du discours. Mais surtout, on arrive à analyser le ton des personnes, la hauteur de voix, la variation du son, etc., de façon très technique. Et ça peut vous dire qu'une personne est en danger, ou qu'elle est fragile, ou qu'elle est tombée. Voilà. Si vous y mettez en plus l'analyse de la consommation électrique qu'il y a dans le compteur, le dernier petit compteur intelligent qui a fait jaser, etc., vous pouvez avoir des signaux
très très basiques, très bon marché, qui peuvent vous dire si les gens consomment, ne consomment pas, sont en bonne santé, sont pas en bonne santé, sont fragiles ou pas fragiles. Donc, pour le moment, la matière première existe et les études sont en cours. Il y a une thèse qui vient de sortir récemment là-dessus à Grenoble. Je pourrais vous la donner, je ne l'ai pas en tête, sur l'analyse de l'écoute que fait une machine de la communication. Pas des mots, mais du ton de la voix. Alors, il y avait encore 2 questions, mais il faudra peut-être terminer après. Une question sur, est-ce que pour l'instant, il y a une grande dispersion des informations, même si tu dis que ça se réunit grâce aux GAFAM, enfin grâce ou à cause des GAFAM, mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de relier toutes les informations pour ne pas perdre de l'information, justement? C'est-à-dire, par exemple, que la personne âgée, l'aidant, le soignant puissent bénéficier ensemble de toutes ces informations. Bien sûr, mais ça, on n'y coupe pas, on y viendra. La question est de savoir qui sera propriétaire des informations. Et puis, j'ai une dernière question qui va faire le lien avec l'avenir. Quel sera l'impact du 5e risque sur l'évolution de la gérontotechnologie? Alors, si le 5e risque démarre, je rappelle quand même que les Allemands l'ont créé, ils s'en mordent les doigts, ils font tout pour le supprimer. Donc nous, on va le faire après avoir réfléchi 20 ans. Je ne sais pas, tant mieux s'il existe, mais évidemment, peut-être que le 5e risque permettra un financement plus efficace de la technologie. Moi, je ne crois pas trop à ça. Je crois, les dépenses sont des dépenses humaines. Ce qui coûte, c'est le temps humain. Ce n'est pas la technologie, parce que ça baissera toujours, les prix vont baisser. En fait, on se trompe de cible. Ce qu'il faut, c'est accompagner les gens dépendants des autres, il faut les accompagner humainement, que ces humains aient des outils qui les aident à travailler quand ils ne sont pas nombreux, eh bien tant mieux, c'est ça le 5e risque. Mais pour moi, je ne suis pas sûr que le 5e risque change ou je dirais fasse qu'un marché de niche spécifique devienne rentable. Je ne crois pas au marché de niche dans l'affaire. Il vaut mieux avoir des technologies qui sont du grand marché car elles ne sont pas chères. Alors, on va peut-être laisser Françoise conclure et répondre à la dernière question qui est arrivée, c'est que veut dire 5e risque? Alors, Françoise Forette va répondre parce qu'elle a été près des ministres longtemps. Non, c'est une 5e branche de la sécurité sociale à côté de la maladie, de la retraite, de la famille, etc., etc. Alors, ça a été voté par le Parlement, donc ça va exister, mais le gros problème à l'heure actuelle auquel beaucoup de gens réfléchissent, dont ILC, c'est le financement de ce 5e risque. Parce que pour l'instant, il n'est pas financé. Et les thèses d'ILC, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de 5e branche de la sécurité sociale sans une cotisation. Toutes les branches de la sécurité sociale sont financées par des cotisations. Mais pour l'instant, ça n'est pas du tout décidé. Et c'est difficile pour un politique d'annoncer une nouvelle cotisation de sécurité sociale. Ce qui fait que pour l'instant, on ne sait pas comment sera financée cette 5e branche, ce qui pose des problèmes à la fois pour son utilisation et à la fois pour l'extension des buts qu'elle pourrait poursuivre. Mais écoutez, on va s'acheminer vers la conclusion, effectivement. On va conclure en remerciant infiniment Alain Franco de ce très vaste panorama sur les technologies, en espérant qu'elles pourront quand même remplir un des besoins essentiels quand même des personnes âgées, très âgées à l'heure actuelle, on l'a vu pendant le confinement, c'est-à-dire l'isolement. Et espérons qu'elles seront adaptées justement à ces personnes âgées pour qu'elles puissent s'en saisir. Je crois que le vrai problème, en dehors de l'aide apportée aux soignants et à l'acte médical de façon générale, c'est que les personnes très âgées se saisissent de ces technologies. Mais je pense qu'elles le feront grâce beaucoup à des personnes comme toi qui ont beaucoup travaillé dans le domaine. On va tous vous remercier de votre assistance à ce premier webinaire. Nous sommes ravis de l'avoir organisé, nous sommes ravis
d'avoir eu Alain Franco comme premier orateur et merci de votre participation très active. Et à la prochaine fois, le prochain webinaire d'ILC France sera consacré à un des aspects du vieillissement que porte à l'heure actuelle Laure Adler, qui a écrit un livre extrêmement intéressant dans le domaine. Merci à tous. Merci Françoise. Merci à tous. Bonjour à Joël.